Est-ce qu'on peut commencer avec quelques détails de base sur vous, donc votre nom, votre date et lieu de naissance et quelques informations sur vous, votre éducation, d'où vous venez, etc. D'accord. Donc, je suis né le 11 mai 41 à Poitiers, donc en pleine guerre, la génération la plus creuse, le contraire de la génération 68. Ensuite, j'étais un bon élève en province, et quand on est bon élève en France, on fait des mathématiques, et les mathématiques envoient aux grandes écoles d'ingénieurs, donc j'ai fait l'école centrale. C'était très sérieux, très bien, je gardais mon esprit logique, mais je me suis ennuyé. Alors j'ai fait Sciences Po. Alors là, c'était très bien. Sciences Po, économie, sciences politiques, internationales, les matières que l'on veut aux quatre coins du monde, c'est très bien. Donc j'ai travaillé en même temps que Sciences Po en analysant des petites entreprises. Et ça a été très utile parce que je voyais ce qui était juste et ce qui était faux dans les cours de Sciences Po. Parce que nous sommes en 1965-66, et donc la moitié des profs étaient marxistes. Voilà. Et donc je voyais des affirmations solennelles en cours et qui paraissaient ridicules sur le terrain. Voilà. Donc en mai 68, j'avais donc 27 ans, je travaillais depuis déjà un certain temps à cheval sur la province et Paris. La province était un calme total, sauf que petit à petit on a manqué d'essence, mais on se débrouillait, surtout dans mon métier qui touche l'énergie. Et donc moi je n'en ai pas manqué personnellement. Et à Paris, j'habitais juste à côté de la première barricade. Voilà. Et donc on était un peu étonnés le premier jour. Alors voilà donc d'où je viens. D'accord. Et donc, vous étiez entre Paris et une ville de province, c'est ça? C'est ça. Châtellerault, Poitiers, Tours. Au Poitiers, d'accord. Et donc, comment vous avez commencé à vivre ces événements alors quand ça a déclenché? Alors au début, on a trouvé ça sympathique parce que mettre un recteur dans une poubelle, dans une société qui était un peu figée, c'était plutôt rigolo. Et puis, casser les communistes en les traitant de crapules staliniennes, comme disait Cohn-Bendit, ça se déplaisait aussi. Donc au début, on s'est dit, c'est pas si mal. Et puis quand même, on n'aime pas tout casser, c'était quand même un peu bizarre de voir l'état du quartier. Et ça a dégénéré après, mais on s'est vaguement rendu compte, et ça a été confirmé par ce que je vous écris sur Grimaud, mais vous connaissez sûrement, et par le fait que c'était un petit peu une opérette quand même. Bon, une opérette où il y avait des blessés, mais un peu une opérette. Hein. Il n'y a pas eu 2000 morts fauchés à la mitrailleuse, rien. Et il n'y a pas eu Cohn-Bendit sur un bûcher, comme Jeanne d'Arc, etc. Rien de ça. Et petit à petit, l'incompréhension a gagné. D'abord la province. Qu'est-ce que font encore ces fous de Parisiens? Deuxièmement, Paris, même Paris, parce que c'est resté très circonscrit. Moi, j'allais régulièrement chez ma mère à Saint-Germain-des-Prés. À pied, c'est moins d'une demi-heure. En faisant un tout petit détour par le Luxembourg, j'y arrivais tranquillement. Et là, les gens étaient partagés. Les snobs étaient « Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux ». Des gens de ma famille ou des amis « Ah, c'est magnifique ». Et d'autres « Qu'est-ce que c'est que ces andouilles, qu'est-ce que c'est que ces crétins », etc. Bon. Curieusement, vous avez lu peut-être le papier d'Evelyne Sulro. Vous voyez qui est Evelyne Sulro. Bon. Donc, elle fait partie des gens qui ont vécu la guerre, des gens qui ont élevé des enfants, elle est sociologue, donc elle a vu les efforts des parents pour élever les enfants, et voir ces mêmes enfants, grâce à l'argent et la peine des parents, traiter les parents de vieux cons, ça l'a choqué. Je crois que ça ressort de son texte que j'ai paru récemment, mais je regarde sur ça. Elle est toujours vivante. Hein. Elle est toujours vivante. Elle écrit moins parce qu'elle est, elle est un peu fatiguée, elle a plus de 90 ans, mais on peut discuter agréablement avec elle. Et ayant vécu et connu Paris, province et la vie des jeunes dans les années 60,
est-ce que à l'arrivée de ces événements, de cette crise, est-ce que ça a été une surprise pour vous à l'époque? Ou est-ce que vous avez vu venir quelque Non, chose? pas comme ça. J'étais agacé par le fait que les gens se prenaient au sérieux, que les adultes, que Mauriac était Mauriac, etc. Mais pas comme ça. J'attendais un petit peu de dérision, donc c'est pour ça qu'il y a un point de mouvement de sympathie, de secouer un petit peu. J'avais lu Sauvy, La montée des jeunes. Alfred Sauvy, vous connaissez peut-être, économiste et démographe, et un grand homme de mille autres façons, a dit, avec cette montée démographique, c'est le démographe, des jeunes, il va sûrement se passer quelque chose. Ils vont faire craquer le vieux monde, vous ne savez pas comment, bien sûr, ils vont faire craquer le vieux monde. Donc Alfred Sauvy avait un peu préparé à ça. Mais ça restait quand même une surprise, quoi. Ah, la forme que ça a pris, c'était une surprise. C'était quoi la forme qui... La forme, c'est on dépave les rues, on fait des barricades, on coupe des arbres, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on tape sur les CRS ou on fait semblant. Les CRS tapent sur la foule ou font semblant. Et donc, c'est quelque chose de curieux quand même. Ouais, d'accord. Et est-ce que, en ce qui concerne les causes ou l'influence ou l'ambiance de l'époque, est-ce que la situation internationale a été quelque chose d'important? Eh bien, pourtant, j'aime beaucoup la politique internationale. J'avais remarqué tel ou tel événement, mais je n'avais pas pensé que c'était un mouvement mondial. Non, pas. Bon, ça a sûrement eu de l'influence, puisque les intellectuels de gauche étaient en contact les uns avec les autres, je suppose. Il y a eu également des tentatives de petits partis musclés, mais je crois que ce n'est pas très important. Non, par contre, ce qui m'a semblé important, c'est qu'il n'y avait pas de chômage. Aucun chômage, on trouvait du boulot quand on voulait. Donc, on pouvait se payer le luxe, de faire des bêtises intellectuelles ou physiques, puisqu'on ne risquait rien, il y avait du boulot partout. Aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus inquiets. Et le chômage date d'ailleurs de mai 68, pour des raisons dont on parlera peut-être plus tard, qui sont des raisons économiques. Il a commencé après mai 68 et s'est amplifié à l'occasion du choc pétrolier. Et dans les deux cas, à mon avis, il y a une mauvaise politique de Chirac. Et ça, c'est d'économie, ce n'est plus la même chose. Mais donc, comment avez-vous vécu au jour le jour les événements? Est-ce que vous avez participé aux réunions ou est-ce que vous avez participé au débat ou est-ce que vous avez simplement observé ce qui s'est passé? Non, seulement observé. D'abord, j'avais du travail. Alors, qu'est-ce que j'ai observé? Le premier jour, les gens étaient sympathiques. Ils amenaient du café, des sandwichs aux étudiants. Et puis, j'étais en province une partie du temps. Et en province, c'était vraiment l'incompréhension totale. La province de l'époque était sympathique, mais encore plus traditionnelle que Paris. Ouais. Et en ce qui concerne la dynamique au fur et à mesure que les semaines passent, est-ce que vous avez senti que c'était quelque chose, un mouvement qui existait en dehors de Paris quand même ou pas du tout? Non. Je crois que j'ai fait allusion à ce qui se passait dans nos chantiers. Je dis nous, c'est ceux de notre entreprise, où les ouvriers qui étaient des camionneurs, qui étaient des manœuvres, qui manipulaient du charbon et un peu de pétrole, se levaient à 4 heures du matin pour arriver, faire leur travail avant que les gens de la SNCF ne viennent tout bloquer. Donc, ils étaient, par ailleurs, quand il y avait des élections, ça commençait à peine les élections syndicales de notre entreprise. Enfin, il y avait des CGT, des FO, il y avait un peu de tout, comme partout en France. Mais ça ne comptait pas. Ce qui comptait, c'était ces crétins de la CGT, de la SNCF, CGT, de la SNCF, qui bloquent tout, c'est pas malin, mais on va les avoir, on va se lever plus tôt et on va tout faire avant qu'ils arrivent. Voilà. Et est-ce qu'en tant que jeune, parce que vous étiez jeune à l'époque quand même, Oui. vous avez 27 ans, vous n'avez pas envie de participer ou de contribuer à quelque chose? Non, parce que très vite, j'ai trouvé que c'était idiot économiquement, puisque l'économie, c'était d'une part une partie de ma formation, et deuxièmement, c'est ce que j'avais à faire tous les jours dans l'entreprise. Donc quand on voit des choses qui sont idiotes ou qui sont des dénis de réalité, on n'a pas envie d'y participer, même s'il y a des jolis mots autour. Mais beaucoup de gens
de Parisiens que je connaissais, qui n'étaient absolument pas économistes au sens très large, eux voyaient le côté excitant, le côté chic, le côté c'est formidable, etc. Et je n'ai pas pu mordre à ça à cause de mon métier. D'accord. Et l'entreprise où vous travaillez à Paris n'était pas touchée du tout par la grève? Alors, à Paris, il y avait des bureaux qui sont restés très calmes, juste un petit staff, puisque le gros de l'activité est en province. Les chantiers étaient évidemment en banlieue et non pas à Paris. En banlieue, il ne s'est rien passé. Et en province, encore moins. D'accord. Bon. Et en ce qui concerne votre activité politique personnelle, est-ce que vous étiez actif avant 68, politiquement parlant, ou est-ce que c'était quelque chose qui était en dehors? J'ai toujours été très intéressé par la politique. Ouais. J'étais gaulliste parce qu'à cette époque-là, pour moi, le gaullisme, ça voulait dire justement qu'il fallait secouer le vieux régime. Donc, on est en 68, 58, c'était 10 ans avant. On avait besoin, en 58, j'étais content que De Gaulle arrive. Et il a effectivement fait des réformes importantes qui ont marché très vite. D'ailleurs, c'est une leçon pour aujourd'hui, comme dans beaucoup d'autres pays plus tard. Il n'y a pas que De Gaulle qui a fait ça. Dans d'autres pays, des réformes profondes, rapides et qui ont un résultat rapide. Puisque la France était, comme vous savez, en 58, pas seulement en politique à cause d'Algérie, mais à tout point de vue. Et 4 ans après, les dettes étaient remboursées et tout marchait. Et les grands projets ont été lancés, dont on est encore content aujourd'hui, comme réserver des terres pour faire l'aérodrome Charles de Gaulle plus tard, réserver des terres agricoles pour ça, lancer les RER, faire les lignes nouvelles, voilà. Ce que fait un gouvernement sérieux. Voilà. Donc, l'arrivée du sérieux, mais en 68, le sérieux, c'était un vieux monsieur, c'était De Gaulle, c'était plus le réformateur qui allait tout changer, qui était l'homme moderne, mais c'était le vieux monsieur, pour les jeunes. La guerre, je ne savais pas, ou ça ne les intéressait pas. On avait une image totalement différente de la politique. Par contre, les vieux routiers datant de la 4e, comme des cadres de la CGT, comme Mitterrand, comme Mendès France, ils ont hésité, on voyait qu'ils cherchaient le moyen de rentrer là-dedans comme il fallait, et ils ont cru trouver le 30 mai au matin, mais trop tard. Voilà l'impression que j'ai gardée. Non, c'est très bien. Et est-ce que, en tant que gaulliste, quelqu'un, un supporter de De Gaulle, est-ce que vous avez perçu 68 comme un mouvement anti-De Gaulle? Ah si, il y avait beaucoup de ça. Côté Mitterrand surtout. Mitterrand a toujours hurlé contre De Gaulle depuis le premier jour. Et vous vous souvenez qu'en 58, quand De Gaulle a été élu par la Chambre, à l'époque, il s'est levé, il a crié. De Gaulle a dû lui dire « Mais monsieur Mitterrand, calmez-vous ». Je crois qu'il préparait sa posture. Je crois qu'il est tout à fait assez intelligent historien, Mitterrand, pour que ce soit calculé. Le fait de pouvoir dire qu'il a été le premier à se lever et à hurler, je pense que c'était très calculé. Je ne le saurais jamais, mais c'est tout à fait dans sa personnalité. Une autre chose qui m'a frappé, c'est le 30 mai, j'étais malheureusement pas à Paris, et j'étais à Tours, dans une famille partie bourgeoise, partie au contraire, les mains dans le cambouis. On a écouté le discours de Gaulle, je trouvais très bien, et une femme qui était, pour moi, l'image de la bourgeoise traditionnelle, un peu affolée par tout ce qui se passait de nouveau. Et oh là là, qu'il est imprudent, il va déclencher une guerre civile. Les autres ont dit une guerre civile, bof. On était à Tours, on n'était pas à Paris. Bof. Et d'ailleurs, c'est le même jour, quelques heures après, qu'un vieux général, très gaulliste je crois aussi, a dit « On n'entend plus que le bruit des vestes qui se retournent ». Encore un discours, je pense à De Gaulle, qui a fait des discours certains étaient ratés, mais beaucoup, par la simple force du verbe, ont renversé des situations. Et ça, c'est quand même rare. Donc, malgré des désaccords sur certains points de sa politique ou des incompréhensions, je trouve que dans l'ensemble, c'était quand même un sacré grand homme. OK, je vais vous poser quelques questions sur les caractéristiques de mai 68 et vous pouvez répondre comme vous voulez. Donc, on a
On parle souvent de l'importance de cette tentative de faire un lien entre les étudiants et les ouvriers en 68. Est-ce que pour vous, c'était quelque chose qui a été un succès ou un échec? Ah, c'est un échec, à mon avis, c'est un échec total. Je ne sais pas tout, bien sûr. Et il y avait, à mon avis, il y a plusieurs raisons. Bon, d'abord, le ton des étudiants. Crapule stalinienne, ça ne plaisait pas à la CGT. Deuxièmement, le fait qu'on leur volait un peu leur rôle. La CGT, elle, de faire la révolution, ce n'est pas les étudiants. Hein, surtout s'ils sont gauchistes. Les gauchistes, les anarchistes sont des vieux ennemis depuis 50 ans, au moins. Bon, donc ce n'était pas eux de faire la révolution, c'était la CGT. Et puis, on devait sentir que les gens avaient plus envie d'augmentation de salaire que de bagarre. Et donc, ils ont bloqué leur domaine. Donc, je pense qu'il n'a pas eu. Par contre, ce qui m'a beaucoup étonné, surtout, je dirais courant mai, vers la fin, c'est le nombre d'intellectuels, et notamment de profs de Sciences Po, puisqu'à cette époque-là, j'en étais toujours proche, j'avais été diplômé pas très longtemps avant, qui se sont mis brusquement à monter sur des tables et à dire les étudiants ont raison, etc. Ce qui m'a profondément étonné. Et c'est ceux-là qui ont osé se reprendre leur poste en septembre, où l'ambiance avait changé. Et donc, à ma surprise, j'avais déposé une demande de maître de conférence en économie, puisque ce sont des choses qu'on fait le soir, dans la journée on travaille. Et j'étais accepté tout de suite, bien que j'étais nettement plus jeune que les autres. Voilà. Donc je pense que, je ne le saurais jamais, mais je pense que c'est grâce aux démissions de ces grands pontes qui se sont trouvés un peu bêtes. Et on parle aussi souvent de ces grands débats, ces grandes réunions de l'occupation étudiante à la Sorbonne ou au Censier ou dans n'importe quelle occupation. Et on parle de cette ambiance, de cette prise de parole qui existait entre les étudiants ou dans la société en général. Est-ce que vous avez senti cette envie de se parler? Un peu. Alors au début, j'étais sensible, parce que comme je vous le disais, on avait besoin de secouer tout ça. Et puis après, ça a dérivé sur du n'importe quoi, à mon avis. Et puis plus j'ai vieilli, plus j'ai vu des pays. J'ai donc été en entreprise dans une douzaine de pays, et puis tous ceux que j'ai explorés sans être en entreprise. Je me rends compte avec le recul à quel point ça a été contre-productif, mais j'ai été quand même étonné de voir que l'influence intellectuelle a duré très longtemps, dure encore un peu, et combien de personnes ont réussi leur carrière en tant qu'anciens leaders étudiants. Enfin, est-ce qu'ils étaient déjà doués de toute façon? Est-ce que de toute façon, ne seraient pas devenus des hommes moyennement importants? Ou est-ce que c'est à cette occasion qu'ils se sont fait remarquer par d'autres? Je ne sais pas. Mais en tout cas, beaucoup de gens ont percé à cause de ça. Je n'ai pas trouvé ça très, 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 très satisfaisant. Est-ce que vous croyez que les 68 heures voulaient vraiment amener de vrais changements dans la société française, ou est-ce qu'ils étaient plutôt focalisés sur la révolution? Alors, il y avait des cadres, alors les cadres sont réfléchis, on ne sait pas ce qu'ils avaient dans la tête, mais les cadres pensaient probablement révolution. C'était des jeunes activistes, moins jeunes que les autres, des jeunes activistes de tel ou tel parti d'extrême gauche, donc ils étaient formatés pour ça. Les autres, je ne sais pas trop. Au début, c'était un côté festif, donc ça, c'était plutôt sympathique. Et puis, je ne connais pas d'études à ce sujet, mais je suppose qu'il y a une assez rapide rotation, un peu comme dans la Révolution française, c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes au même moment, je suppose. Et à la fin, ça s'est terminé par des catanguets à la Sorbonne, vous avez sûrement entendu parler. Donc là-dessus, on peut lier la prochaine question. Quelle est votre opinion sur est-ce que mai 68 a été une révolte violente? Oh non, puisqu'il y a eu un mort par accident, celui qui s'est noyé en approchant de l'usine Renault, si je me souviens bien. Et je crois qu'il y a eu un CRS qui a été gravement blessé ou mort, ou tué, je ne sais plus. On a cassé des arbres, on a cassé du mobilier urbain. C'est pas terrible tout ça. C'est pas terrible, non. Et il y a sûrement des gens qui ont été traumatisés verbalement dans leur entreprise, surtout si c'était des administrations, et qui ont été un peu secoués.
dans leur certitude, ou qui ont jugé qu'on leur manquait de respect, sans parler de ceux qui ont zigzagué, c'est-à-dire qui brusquement ont été avec, et puis après se sont trouvés tout bêtes d'avoir été avec. Mais bon, il y a eu des violences intellectuelles probablement, mais j'étais vraiment, vraiment à l'abri de ça. Donc plutôt de la violence symbolique. Oui, oui, tout à fait, à mon avis. Et quelle est votre opinion sur le rôle de la police, les CRS, etc. Comment vous avez vécu ça? Le rôle de la politique, alors, La police, je veux dire. de la politique des gens au pouvoir, Non, non, la police. de la police. Ouais. Bah, écoutez, on sait à peu près tout maintenant, avec, depuis la mort de Grimaud, c'est à peu près tout. Donc, il a veillé au maximum à ce qu'il ne se passe rien, en fait. Il a en gros réussi. Et en partie en concertation avec, en face, ce qui est très sage d'ailleurs. Donc, bah, il y aurait eu, oui, vous parliez de violence tout à l'heure, il y aurait eu Maurice Papon, ça aurait peut-être été différent. Ouais. Vous vous souvenez de Maurice Papon, qui était le précédent préfet de police, qui était un homme complètement différent de style. Donc, il y aura probablement eu tabassage réciproque, probablement, au moins. Mais bon, c'était Grimaud, c'était pas Papon. D'accord. Et vous n'avez pas, par exemple, cru à l'époque quand la nuit des barricades, par exemple, quand il y a eu quand même pas mal de violence entre des étudiants et les CRS, est-ce que vous n'avez pas trouvé qu'il y avait quand même un peu trop de la part de la police? Non, parce que vraiment, bon, ça se voit encore dans tous les pays aujourd'hui. C'est très difficile de démêler quand il y a une violence ce qui vient de la police, ce qui vient des manifestants. Bon, il y a des policiers qui sont de caractère, c'est sûr. Il y a des provocateurs de l'autre côté. J'ai même un frère qui a fait le provocateur, je dois dire. Et il y a des provocateurs. Donc, c'est très difficile de savoir qui a commencé. Enfin, sauf qu'on n'est pas à la récré. À la récré, c'est d'autres qui a commencé. Là. Bon, et c'est très, très difficile parce que entre des policiers qui ne sont pas des gens parfaits du tout, et puis des professionnels de l'agitation, c'est difficile de répartir les responsabilités. Très difficile. D'accord. Vous en avez parlé un peu déjà, mais quelle est votre opinion de l'élite politique de l'époque, que ce soit Mitterrand, Mendes France, De Gaulle, Pompidou? Comment vous avez aperçu la gestion de cette crise par les hommes politiques? Bon, très mauvaise impression. Donc, presque tout le monde a eu peur ou a attendu pour voir ce qui allait se passer, ou n'a pas compris, ou a essayé de se faufiler pour se placer. Non, pas du tout des gens responsables. Le passage à vide de Gaulle, je ne sais pas du tout si c'était de la comédie, comme on l'a pensé sur l'instant, ou s'il a vraiment eu un vrai passage à vide psychologique, je n'en sais rien. Les deux versions existent. Bon, en tout cas, il a bien repris la main après. Et ce qui m'a pas plu, frappé, pas plu, c'est Mitterrand et Mendès France. Mendès France, j'ai du respect pour lui par ailleurs. Hein. Mais ce jour-là, disons, voilà une occasion, vous voyez, sans apporter, voilà une occasion politicienne et non pas une occasion de réforme dans un sens ou dans un autre. Voilà, c'est notre occasion. Je suppose, par respect pour Mendès France, que c'est Mitterrand qui l'a entraîné là-dedans. Mais j'en sais rien. Et lorsque De Gaulle est parti à l'époque à Baden-Baden, qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous avez cru à l'époque? Eh bien, j'en sais rien. Bon, plutôt, je ne savais pas ce qui se passait. Et je crois que je me souviens que les détails ont été cachés, si bien qu'on se disait qu'est-ce qui se passe. Et je crois que c'était une bonne préparation psychologique à la manifestation et à la réaction qui a eu lieu après. Est-ce que cette réaction psychologique a été parfaitement jouée, prévue, ou est-ce que c'est quelques heures après, elle l'a utilisé pour ça, disons, j'ai eu un passage à vide, mais je vais l'utiliser. Est-ce qu'il a joué je ne sais pas, je ne saurais jamais. Et il y a les deux thèses, comme vous le savez. Et le mystère continue là-dessus. Le mystère continue. Ma su était un peu entre les deux. Hein.
Vous avez lu les propos de Massu, il était un peu entre les deux. C'est Massu qui l'a reçu à Baden. Et il a été prudent, Massu. Hein. Prudent, mais en même temps, il suggérait que c'était lui qui a redonné l'espoir à De Gaulle de retourner et de se... Oui, oui. Alors, maintenant, De Gaulle est un vieux comédien. Alors peut-être que c'est tout à fait vrai ce que dit Massu. Peut-être que De Gaulle est arrivé l'air un peu comme ça pour voir ce que Massu allait dire. Ouais, apparemment, il a dit en arrivant, tout est foutu, Massu. Oui. Mais ça, est-ce qu'il le pensait vraiment ou est-ce qu'il voulait voir ce que Massu dirait? Je suis là, mon général, vous faites ci, ou voilà, moi j'ai des renseignements qui... Je ne sais pas. Peut-être qu'il a eu un coup de fatigue, il n'était pas jeune non plus. Hein. Ouais. Moi, je suis pas sûr. Il y a un, il est parti parce qu'il voulait partir. Deux, il est parti pour faire un coup de théâtre. Trois, il est parti pour consulter l'armée. Et je pense que c'est un peu des trois. Oui, oh ben les trois ne sont pas contradictoires. Et c'est aussi un vieux comédien. Hein. Oui, il a bien joué le jeu, là. C'est un vieux comédien et tout homme politique d'un certain niveau doit être un bon comédien. Encore plus aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui, oui. Donc, non, si on était méchant, on dirait que pour certains, c'est pour cacher le vide. Mais je ne veux pas être méchant. Lorsque les événements se sont terminés, donc en juin avec les élections, quel est votre sentiment? Est-ce que c'était un sentiment de déception ou de soulagement? Plutôt de soulagement, mais un peu d'interrogation, en me disant comment il a suffi que quelques petits commandos, plus ou moins gaullistes, aient écarté les camionneurs des raffineries et des dépôts de pétrole. C'est comme ça que c'est passé matériellement. Il y a des manifestations pour le plan psychologique, qui a joué le rôle principal sur le plan psychologique, et puis il y a eu les petits commandos qui sont allés écarter les camions et faire repartir l'essence. Et ça, quand les gens ont pu faire le plein, ils ont dit c'est fini. C'était bon. Les gens se sont moqués, certains intellectuels se sont moqués de ça. Disons, les Français ne pensaient qu'aux vacances et à partir du moment où ils ont pu partir en vacances, tout allait bien. Je pense que c'est, bon, je sais pas, c'est l'époque, l'automobile, le symbole de voir l'essence coupée puis l'essence rétablie. Aujourd'hui, ça aurait moins d'impact probablement. Mais je pense que d'abord, les gens en avaient assez. Les gens en avaient assez. D'accord. Et à l'époque, qu'est-ce qu'ils pensaient, vos proches, votre famille, vos parents Alors, ils étaient très divisés. Ils ne s'engueulaient pas, mais ceux qui avaient des responsabilités avaient un peu des réactions comme les miennes, en disant c'est du gâchis, on va encore décider n'importe quoi, et en attendant comment on livre la nourriture, des choses comme ça. Bon, ça c'est la partie active. Et puis il y avait la partie, alors j'ai dit, je vais prendre comme tête de Turc une amie de ma mère qui est un peu snob. Ah, c'est formidable, j'ai eu un amant anarchiste, j'ai eu un jeune amant anarchiste, c'était formidable. Voilà, ça c'est une autre approche des choses. Est-ce qu'il y avait des divisions générationnelles là-dedans Ah oui, très, très, très nettement. Enfin, générationnel, c'est-à-dire que plus les gens étaient âgés, moins ils comprenaient ce qui se passait, ça c'est clair. Par contre, la division entre ah c'est excitant et ou c'est catastrophique, ça vient plutôt du rôle matériel et social. Si on est responsable de quelque chose, on pense que c'est catastrophique. Si au contraire on ne l'est pas, je dirais une riche bourgeoise qui ne travaille pas, par exemple, ou peut-être une jeune étudiante pauvre qui travaille pas, enfin je ne sais pas. Bref, si on n'a pas les mains dans le cambouis, on se dit, d'abord c'est drôle, c'est excitant, et c'est l'occasion de voir des gens nouveaux, éventuellement de changer de vie. Bon, je vois plutôt un clivage là, à l'extérieur de l'endroit où ça se passait. D'accord, d'accord. Donc, quelles sont vos impressions des conséquences de ces événements pour la France à l'époque et puis peut-être plus long terme? Alors, à l'époque, j'avoue que je me suis bien trompé parce que je pensais que ça n'en aurait pas. C'est-à-dire qu'il y avait eu ce qui s'était passé, les gens avaient vu que c'était idiot et c'était fini. En fait, pas du tout. Il y a eu d'abord des conséquences économiques. Jacques Chirac a cru qu'il était de l'intérêt national de faire d'énormes changements économiques et qui ont évidemment plombé le pays, créé le chômage et tout.
Mais les gens n'ont pas fait vraiment le lien. Aujourd'hui, quand le chômage a commencé après mai 68 à cause des mesures Chirac, à cause des accords de Grenelle, pour être précis, et les gens ne voient pas bien le rapport. Bon. Et pourtant, le chômage commence à ce moment-là. Il a évidemment été très accentué au moment du choc pétrolier. Chirac était Premier ministre. Il a fait la même chose. C'est-à-dire qu'il a déversé de l'argent au moment où les Japonais disaient « on nous prélève une partie de notre niveau de vie, donc on va travailler gratuitement le samedi matin », où Nixon disait « baissons notre chauffage et prenons un pullover », qui sont des choses concrètes qui répondent à un choc concret, le fait de manquer peut-être de pétrole ou qu'il soit plus cher. Et Chirac a dit, Chirac est un type sympathique par ailleurs, il a dit on met de l'argent dedans. C'est-à-dire le niveau de vie a baissé de 5% ou de 3%, je ne me souviens plus, augmentons les salaires d'autant. Et comme à cette époque l'économie était encore assez dirigée, elle a commencé à être un peu libérale à partir de Barre, puis Bérégovoy beaucoup plus tard. C'est Barre et Bérégovoy, les deux grandes étapes, mais à l'époque de Chirac, beaucoup de choses. Dans mon métier, les prix étaient fixés. Le charbon, le pétrole, l'essence, ça valait tel prix fixé par le gouvernement à tel endroit, et 1 kilomètre plus loin, tel autre prix. Et on allait le négocier deux ans avec l'administration, en disant les camions coûtent cher, il faut que ce soit davantage. Et comme toujours dans ces cas-là, le prix fixé par l'État entre la démagogie d'un côté et les industriels qui, au contraire, font des dossiers un peu exagérés pour montrer qu'ils pleurent, qui viennent en pleurant voir l'administration. L'administration fixe un prix en milieu et qui est trop cher, le prix du marché est en dessous. Si bien qu'à cette époque-là, j'ai toujours vécu avec des rabais dans mon métier. C'est-à-dire officiellement, le prix était de 100, mais moi, industriel généreux, je vous fais un rabais de 20 parce qu'en fait, le marché était en dessous. Donc, en voulant fixer des prix, ça c'est aussi une leçon que j'ai prise, une leçon d'économie, qui était très loin des idées d'époque en France. En fixant les prix, le gouvernement, en fait, les augmentait. Mais c'est un raisonnement, il faut avoir vécu la façon dont c'était fixé pour se rendre compte. Et quand les prix ont été libérés sous Raymond Barre, tous les gens qui travaillaient avec moi, ils disaient, mais comment on va faire? Il n'y a plus de prix. Je dis, mais les carottes n'ont pas de prix, et elles s'achètent et elles se vendent quand même. Ah non, c'est pas possible, nous, c'est pas des carottes, c'est du pétrole, c'est du charbon, c'est pas possible. Le lendemain, toutes les stations-service, tous les détaillants avaient leur prix, comme les marchands de carottes. Il ne s'est rien passé du tout. Le prix qui correspondait à peu près au prix de la veille, moins des rabais, bien sûr. Là, c'était une grande leçon d'économie. Et en dehors de l'économie, quelles d'autres conséquences avez-vous? Alors, des conséquences, elles ont été psychologiques, puisque ça a lancé des réformes de l'éducation que vous connaissez, des façons de regarder l'histoire, a lancé beaucoup de mouvements intellectuels qui sont encore très vivants aujourd'hui et qui ne sont pas tous bons, à mon avis. Est-ce que, parce que vous avez dit que vous étiez surpris par l'ampleur des conséquences, oui. Que vous avez donc sous-estimé? L'ampleur, je pensais aux conséquences intellectuelles plutôt. Les conséquences économiques, j'en ai parlé. Bon, l'économie, ça se casse et ça se répare. C'est pas très grave. Enfin, c'est grave quelques années, mais c'est pas grave éternellement. Et par contre, les conséquences intellectuelles, ça peut être très... Alors, elles sont difficiles à isoler, bien sûr. Les sociétés auraient bougé de toute façon. Donc, elles sont difficiles à évaluer, mais je pense qu'une partie des réflexes politiques d'aujourd'hui, et donc des problèmes qu'a le gouvernement actuel, vient de cette digestion imparfaite. C'est pas bien digéré, je pense. Et donc, est-ce que ces événements et les conséquences de ces événements, est-ce que ça nous dit quelque chose sur la France? Est-ce que ça montre une spécificité française? D'abord, il y a eu des mouvements de révolte étudiante un peu partout, cette année-là et d'autres années. Donc, ce n'est pas vraiment une spécificité française. Ce que la spécificité française, dit-on, moi je suis un peu historien, c'est le vieux système tient jusqu'à ce qu'il casse. Alors qu'on dit que les Britanniques sont très bons pour quelques siècles à l'avance, faire des Magna Carta, des choses comme ça, à utiliser hors de leur contexte initial, bien sûr. Au moins, ça sert pour évoluer doucement. Et même des juristes avec lesquels je ne suis pas d'accord, mais bon, ils ont leur opinion
qui est solide aussi, et qui est de dire que le système anglo-saxon de droit coutumier s'ajuste plus facilement. Et beaucoup plus compliqué. Hein. J'ai travaillé en Amérique, c'est beaucoup plus compliqué que le système, je vais dire napoléonien ou romain pour simplifier. C'est-à-dire, c'est comme ça. Bon, c'est de moins en moins comme ça parce que les lois sont de plus en plus compliquées, de plus en plus nombreuses. Mais l'esprit, c'est ça. Le juge dit la loi et non pas le juge cherche qu'est-ce qu'a dit M. Dupont 20 ans avant dans un contexte voisin. Donc, c'est plus efficace à court terme. Il paraît que c'est moins efficace à long terme. Bon, c'est un débat intéressant, mais que je suis incapable de trancher. Ouais. Mais c'est vrai qu'on dit souvent que la France s'avance qu'à partir des coups de boutoir. Oui, c'est ça. Est-ce que 68 est encore un exemple de ça? Oh ben je pense que oui, tout à fait. Même si ce que rêvait un étudiant moyen n'est pas du tout arrivé, ça a quand même eu des conséquences importantes, plutôt négatives. Enfin, on pourrait discuter telle chose, mais plutôt négatives dans l'ensemble. Mais attends, je corrige ce que je viens de dire. Il y aurait eu de toute façon quelque chose. Hein, Alfred Sauvy, la montée des jeunes, les gens de la résistance, un jour ou l'autre, auraient laissé la place, donc il y aurait de toute façon quelque chose. On ne saura jamais quoi. Est-ce qu'on a besoin maintenant d'un autre 68? Ou est-ce qu'on se dirige vers un autre coup de boutoir? Ça dépend vraiment comment c'est piloté. On a besoin de réformes profondes. Beaucoup de pays ont fait des réformes dont nous avons besoin et les ont réussi dans le calme. Donc, théoriquement, c'est possible. Théoriquement, on va voir. Et il y a quand même une polarisation de la société, mais sur des choses tellement différentes d'un groupe à l'autre que ça ne fait pas de bloc. Il y a la question de l'immigration, il y a la question de l'islam qui n'est pas tout à fait la même. Il y a la question de la liberté économique. Il y a beaucoup de questions qui ne regroupent pas les mêmes gens. C'est des groupes, donc je ne sais pas. Vous nous des prophètes, c'est difficile. Hein. Non, on n'a pas vu venir 68, donc je ne vois pas pourquoi on verra venir un autre. Ah, il y a eu un prophète en Arabie il y a quelque temps, et puis on va voir. Oh, vous allez dire quelque chose là. Donc, revenons à 68. Oui. Quel est l'impact de 68 sur vous personnellement, politiquement? Quel est l'impact sur vous? Je crois que j'étais trop vieux pour que c'est un impact important, puisque l'évolution, disons que ça a accéléré mon évolution vers ce que j'appelle le sérieux en profession et en économie, qui j'avais déjà amorcé à Sciences Po, par le contraste entre les cours et le travail. Donc ça a probablement accentué, précipité. Mais le fait de travailler à l'étranger aussi a précipité ça. Le fait de lire, ce qui n'était pas au programme en France, a précipité ça aussi. À Sciences Po, Fourastier a laissé tomber son poste à Sciences Po pour aller aux arts et métiers. Ça vous dit quelque chose, Fourastier? Fourastier, c'est un ingénieur économiste comme Alfred Sauvy, assez voisin, mais plus jeune. Et c'est lui Jean qui a Fourastier. les 30 Glorieuses, non? Jean Fourastier, il a terminé au Collège de France. Oui, je vois qui c'est. Ouais. Parce que tous ces gens qui, comme moi, comme d'autres, sont des ingénieurs, c'est pas bien quand on est universitaire. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est bon pour faire des traders à Wall Street, ou c'est bon. Vraiment, c'est pas intéressant. C'est pas des vrais intellectuels. Ce sont des matheux, des ingénieurs, des organisateurs, des inventeurs, tout ce qu'on veut, mais pas des intellectuels. Bon. Donc l'université les met de côté et les meilleurs arrivent par des voies parallèles, c'est-à-dire Arts et métiers, Collège de France, par exemple, comme Jean Fourastier, et comme Alfred Sauvy, d'ailleurs, puisque je l'ai aidé à travailler, donc il était très vieux au Collège de France, qui était hors d'état physique de faire des conférences. Et ce sont des gens qui ont en général l'esprit simple et clair, donc ce n'est pas intéressant intellectuellement. Et est-ce que 68 a donc changé votre trajectoire? Non, pas professionnelle. Pas intellectuel, ça a précipité peut-être l'évolution intellectuelle, mais ça a changé celle de beaucoup de gens. Et c'est un peu dommage, à mon avis. De toute façon, on ne serait pas resté avec Mauriac comme seul grand écrivain, de toute façon.
Donc, je vais vous poser une question peut-être un peu compliquée, mais quand même, je vais le poser. Donc, est-ce que vous croyez que la façon dans laquelle on raconte cette histoire presque 50 ans plus tard reflète bien la réalité de ce qui s'est passé? Alors, quelle est la réalité de ce qui s'est passé? Et si je dis ce que j'ai dit tout à l'heure et que les gens sérieux savent maintenant que c'est en partie une opérette, je vais choquer beaucoup de gens. Bon, les spécialistes, les historiens le savent maintenant. Et bon, il y a des opérettes qui ont un sens symbolique, des opérettes qui remuent les foules. C'est pas complètement une ironie ce que je dis, complètement. Et j'ai oublié votre question. Donc, quelle est votre opinion sur l'histoire dominante de 68? Ah, je ne suis pas un historien de métier, je suis un historien de goût et du très long terme, puisque je suis aussi démographe. Et bon, je crois que ça a accentué le côté intellectuel, au mauvais sens du terme, des Français. Bon, moi, je suis un intellectuel comme un autre, donc je ne me mets pas dans la poubelle moi-même, mais quand on négocie avec des Anglais, comme ça m'est arrivé quelquefois, on s'aperçoit quand même que nous avons des défauts de ce côté-là. D'ailleurs, des Anglais nous disent vous allez rater votre affaire car vous êtes trop intelligent. Ce n'est pas nécessaire dans votre métier. Et il y en a même un qui a rajouté quand je vois un Français dans votre genre, c'est-à-dire plutôt matheux, plutôt ingénieur, plutôt rationnel, je lui dis écoutez, moi je suis. Par exemple, je parle mal français, ce qui n'est pas vrai. Et je suis ennuyé, je ne sais pas comment définir ma position. Définissez ma position, aidez-moi à définir ma position. Le français fait marcher sa logique, définit la position de son adversaire, et puis il accepte, forcément. Et l'anglais est content parce qu'il a joué une comédie utile, il est très content. Voilà. Mais parce qu'on a la commémoration des 50 ans de 68 qui arrive bientôt en 2018, et on va bien sûr reparler de 68. Est-ce qu'on a besoin de peut-être regarder ces événements différemment comparé à ce qu'on a pu voir en 2008, 1998, ou est-ce qu'on a bien compris ces événements et il ne faut plus en parler? Je crois que la génération 68, bon, elle disparaît. Hein. Les gens qui avaient 30 ans, 68, ils ont quel âge aujourd'hui? Parce que c'était les meneurs qui avaient 25-30 ans. Ce n'était pas l'étudiant de base. Donc, ça va perdre de son intérêt. Donc, les gens pourront tranquillement, comme c'est déjà largement commencé, regarder l'histoire tranquillement. Et je ne pense pas que ce soit vraiment extraordinaire. La révolution culturelle, c'était quand même autre chose en Chine. C'était quand même autre chose. Bon. Donc, je ne pense pas que ce soit un événement mondial. Je ne pense pas. Bon, on va attendre quelques années que les gens disparaissent, et pour ne pas les choquer ou les attrister. Mais, bon, ce n'est pas la révolution culturelle, ce n'est pas 1917. Non. D'accord, d'accord. Donc, une dernière question. Si vous avez 30 secondes pour résumer cette époque, ces événements, comment vous feriez? Les résumés. Bon, premièrement, attention, je suis un ingénieur, hein, données de base. Premièrement, il fallait que ça craque. Il fallait que ça craque au moins psychologiquement. Bon. Je ne veux pas taper sur ce grand écrivain sur lequel j'ai tapé plusieurs fois déjà, et que j'ai toujours eu du mal à lire. Mais bon, on n'est pas tous non plus de la même génération. Et qui était très gaulliste lui aussi. Et donc, il fallait que ça change pour des raisons de pyramide des âges, pour des raisons d'éloignement de la Deuxième Guerre mondiale qui parlait aux uns et pas aux autres, et pour des raisons tout simplement que le rattrapage économique était fini, on était revenu à la normale, on n'était plus en train de courir après d'abord l'alimentation, puis le logement, puis autre chose. Bon, on était dans un état intermédiaire entre la France, entre l'Allemagne et l'Angleterre. L'Angleterre un peu détruite, pas trop. L'Allemagne complètement détruite, on était dans un état intermédiaire. Donc pendant un certain temps, ce qui explique en partie les 30 Glorieuses, on a travaillé comme des fous, reconstruit, aller voir des Américains, aller voir des Japonais, comment ils faisaient, enfin on a travaillé. Et les jeunes de 68 n'ont pas compris ça. Ils ont été élevés pendant cela, ils n'ont pas compris ce que leurs parents faisaient. Je suis assez d'accord avec Evelyne Sulro. Et donc, il y avait
il fallait de toute façon un changement d'époque. Est-ce qu'il aurait pu être autrement? Sûrement, mais on ne saura jamais. Mais il fallait un changement d'époque, première raison. Deuxième raison, la secousse a eu des conséquences intellectuelles, ce qui me fait... Bon, je sais que c'est l'intellectuel qui mène, ce sont les idées qui mènent le monde, disait M. Gramsci. Une idée, c'est rien à court terme, à long terme, c'est tout. Et effectivement, et les idées lancées à ce moment-là ont eu une influence, que je juge globalement mauvaise, bien sûr, mais d'autres peuvent la juger globalement bonne, que je juge globalement mauvaise, ont eu une influence importante, et pas seulement en France, puisque le phénomène plus ou moins analogue dans les autres pays. Voilà. Et qu'il en reste encore aujourd'hui. Alors, une partie naturelle, c'est-à-dire qu'on veut casser le vieux monde, donc on invente autre chose, cette autre chose n'a pas été expérimentée, donc en général il est catastrophique, mais c'est un phénomène normal. Bon, en France, comme on disait tout à l'heure, on est peut-être trop rigide un certain temps, et puis ça casse. Voilà.